Donc si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que nous sommes évidemment dans une guerre de l'information et que toute personne qui voudra bien permettre à l'information de circuler sera d'abord très courageuse et puis sera évidemment intéressante. Néanmoins, je ne représente ici aucun parti politique ni aucun mouvement religieux et je m'exprime en mon nom propre, libre de tout intérêt financier. Je pense que ça c'est important de le dire. Alors, on pourrait me rétorquer que je ne suis pas un expert. Il faut savoir que les experts sont certes des personnes qui travaillent dans des laboratoires pendant des années à faire des recherches et parfois des découvertes sur tel ou tel sujet, mais les experts sont aussi ces petits docteurs de famille qui, travaillant les mains dans le cambouis, on va dire, vont apprendre à connaître tous leurs patients de façon vraiment intime et ces docteurs-là sont des experts de la santé, des experts de l'humain et ils sont complètement en voie de disparition aujourd'hui. Pour être remplacés par des médecins qui sont des valets au service du pouvoir et de l'argent et qui se contentent maintenant d'obéir à des protocoles tout faits qu'on leur délivre pré-mâchés dans des publications scientifiques qui sont sponsorisées par les plus grands laboratoires et dans lesquels il y a plus de publicité que dans Gala ou Marie-Claire. Moi, je suis encore un médecin de terrain. On appelle ça une clinicienne. C'est-à-dire que je pars de ce que je vois et puis je réfléchis à ce que je peux faire pour aider les gens. La première chose à faire, c'est de les écouter, évidemment. Sur la route, en venant ici, j'ai discuté longuement avec une jeune femme de 30 ans qui vit en Angleterre et à qui on a trouvé un kyste de 2,5 litres à l'ovaire. En juin, elle a consulté sa gynécologue habituelle qui lui a fait un test urinaire, on se demande pourquoi, et parce qu'elle avait mal au ventre. Et comme ce test urinaire était négatif, eh bien, elle s'est vue prescrire des antidépresseurs. Donc, pendant 3 mois, elle a vraiment souffert. Elle n'a pas accepté de prendre ses antidépresseurs. Elle a vraiment souffert. Puis elle s'est dit peut-être que si j'ai un gros ventre, c'est parce que j'ai pris trop de poids. Peut-être que c'est pour ça que j'ai mal au ventre. Elle a fait un régime. Elle a perdu près de 10 kilos en quelques mois. C'est bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que son ventre, il a continué à grossir. Et donc là, elle s'est vraiment inquiétée parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème et elle a été voir un autre médecin qui, lui, a réagi plutôt bien puisqu'il l'a écouté, il l'a envoyé faire une échographie qui a permis de diagnostiquer le problème, mais qui a tout de suite sorti tout le paravent de l'arsenal médical pour se préserver de tout souci. Donc, vous avez ça aussi, hein, les médecins terrorisés par la faute médicale et qui se cachent derrière tout un tas d'examens sans oser faire le moindre commentaire. Et donc, pourquoi j'ai parlé à cette jeune femme? Eh bien, c'est parce qu'elle était terrorisée, tout simplement. Elle était terrorisée parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait et que la première chose qu'on a en tête quand on a un diagnostic improbable et avec un médecin qui refuse de parler, c'est qu'on se dit, ça y est, j'ai un cancer, je vais mourir. Donc, on a beaucoup discuté et au décours de la conversation, je me suis rendu compte qu'elle avait été vaccinée contre Covid. Mais ici, Geoffrey m'a dit qu'il fallait que je commence par garde d'asile. Alors, évidemment, le problème de Covid, c'est que c'est un vaccin qui a une toute nouvelle technologie, mais le garde d'asile, lui, s'appuie sur une technologie à l'ancienne, on va dire, qui consiste à tenter de provoquer une réaction immunitaire en présentant au corps ce qu'on appelle un antigène. Donc là, une partie du virus contre lequel on souhaite que le corps se défende, on va le présenter au corps de façon à ce que le corps le reconnaisse comme un intrus et puisse reconnaître la version naturelle par la suite pour s'en défendre. Et Garde d'Asile avait cette technique tout à fait classique
Et donc, ça nous a été présenté il y a un bon bout de temps maintenant comme un vaccin de plus dans notre pharmacopée, une arme formidable pour lutter contre le papillomavirus. Alors, le papillomavirus, c'est un virus qu'on retrouve fréquemment présent dans les cancers du col. Et donc, le lien a été facile à proposer aux gens, et aux médecins en particulier, de dire que c'est la cause. Et on a complètement éludé les autres causes potentielles. Il faut savoir que le papillomavirus, c'est loin d'être clair qu'il est la cause du cancer du col. Il est souvent présent, mais oui, mais il est présent dans 80% de la population belge et européenne, par conséquent. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Santé. Ils nous ont édité une très jolie affiche début de cette année-ci pour lancer la campagne de vaccination de l'automne, puisque à partir de 2020, on a commencé à vacciner les petits garçons autant que les petites filles dans les écoles contre ce fameux papillomavirus. Et donc, ils voulaient relancer, parce que 2020, c'est pas une année géniale pour vacciner dans les écoles, vu qu'il y a eu je ne sais pas combien de confinements, de fermetures d'écoles, donc il y a des enfants qui ont échappé, grand bien leur face, franchement, à cette vaccination. Et donc, ici, l'intention était claire de relancer la campagne. Et donc, nous avons reçu une affiche en disant, clairement, en toutes lettres, 80% de la population belge est entre un jour en contact avec ce papillomavirus. Et en conséquence, ça donne 427 cas de cancer du col, 5,5 millions de femmes, 427 cas de cancer du col, un cancer parfaitement dépistable par frottis de col une année sur 3. Donc ça fait 427 femmes qui n'ont pas été voir de gynécologue pendant au moins 5 ans, voire plus. Pourquoi ? On peut se demander pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu trop peu de médecins ? Est-ce qu'on n'a pas créé une pénurie en cessant de diplômer les gens, en mettant des numerus clausus, des concours et des tas d'obstacles sur le parcours de jeunes gens qui avaient peut-être tout à fait les compétences et en tout cas qui avaient une certaine vocation à tenter leur chance. Donc on peut se dire déjà qu'il y a un problème parce qu'on ne diplôme plus les médecins. Et puis ensuite, ces femmes ont peut-être également eu un manque d'information ou de très mauvaises expériences, parce que quand vous entendez l'histoire que je vous ai racontée avant, ou parce qu'on a mal au ventre, on se voit prescrire des antidépresseurs, on peut se dire qu'il y a quand même un problème dans la communication entre le médecin et le patient, et peut-être même un problème de respect. Je pense que les médecins ont un statut qu'ils obtiennent après des études très, très compliquées, bien sûr intellectuellement, mais surtout humainement. On ne s'en rend pas compte toujours, mais les jeunes médecins sont très, très maltraités, et ça casse quelque chose en eux. Je pense qu'ils ne sont pas très nombreux, ceux qui arrivent à préserver leur empathie à la fin de ces études. Et donc, ils ont vraiment un problème de communication et aussi un gros problème d'ego, souvent qui amène à toutes les dérives. Et comme ils sont éduqués à la cravache, eh bien, ils apprennent très très vite qu'il faut toujours dire que le professeur a raison. Donc ils apprennent aussi très très vite que les vaccins c'est merveilleux et qu'il n'y a pas à en douter une seconde. Et donc, ces 427 femmes qui ont un cancer du col, on n'a pas dit qu'elles étaient mortes non plus. Hein. Ce sont des cas. On a bien entendu parler de cas pendant le Covid. Ils ont joué avec ces mots-là. Il y avait d'abord des morts, puis des hospitalisés, puis des cas. Donc, 427 cas, ça ne veut pas dire 427 décès. Et de toute façon, si vous faites la proportion sur 5,5 millions de femmes, eh bien, ça fait une proportion absolument ridicule. Et c'est encore moins pour le reste. Et tout ça, c'est toujours dans l'hypothèse que le papillomavirus serait le seul responsable du cancer du col, ce qui est, encore une fois, je vous le dis, loin d'être prouvé. Il y a tout un tas de cofacteurs qui peuvent intervenir, notamment l'âge des premières relations, le nombre de partenaires qu'on a, d'autres maladies sexuellement transmissibles, comme par exemple le chlamydia, qui peut aggraver les choses,
et la prise d'œstrogènes, le tabac aussi, enfin ça fait tout un tas de choses. Le niveau socio-économique, ça compte également. L'alimentation, le système immunitaire, tiens, on tombe dessus. Et donc, vous avez tout un tas de choses qui peuvent intervenir, et sur ce, on a tout balayé pour nous dire que le seul coupable, c'est le papillomavirus, et la seule solution, c'est quoi? C'est le vaccin. Et donc, on est arrivé avec ce garde d'asile neuf qui a, au début, pas très bien marché quand il était encore tétravalent, donc c'était le garde d'asile 4 à l'époque. Il s'était fait piquer le budget par son concurrent le Cervarix, et le budget dans les écoles avait été voté pour le Cervarix pendant, je crois, 4 ou 5 ans, et puis le garde d'asile était sorti en non-avalant, 9 papillomavirus sur 200 papillomavirus existants à peu près. C'est vous dire comme ça marche merveilleusement bien. Et donc, ce garde d'asile neuf a obtenu le marché de la médecine scolaire et a commencé un marketing hyper agressif pour nous convaincre que c'était formidable. Mais quand on commence à douter, et je pense que c'est ça, il faut peut-être me voir plus comme un médecin qui doute que comme un médecin qui sait. Moi, je ne sais pas grand-chose. Je sais que je ne sais plus, en fait. C'est vraiment ça. On nous a tellement menti pendant nos études que maintenant que je m'en rends compte, je suis seulement au début de ma démarche pour comprendre pour essayer de retirer ce formatage qu'on m'a inculqué, et pour trouver la vérité. Ben, c'est pas facile à trouver. Vous le savez bien pour Covid, mais c'est pareil pour tout. Donc, le vaccin, et d'abord je suis vaccinée contre le gardasil, enfin je suis vaccinée contre le papillomavirus, et pour vous dire que je suis une très très bonne élève, j'ai d'abord fait sur moi et sur mes 2 grands 3 doses de Cervarix, et puis j'ai refait le gardasil 9. Donc j'y croyais vraiment. Et c'est au décours de la crise Covid que je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, et ça n'est pas qu'au niveau Covid, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Et donc, j'ai ouvert les yeux, et notamment grâce à un couple de cancérologues et de pédiatres qui s'appellent Nicole et Gérard de Lépine, et qui ont sorti récemment un très bon bouquin qui s'appelle Hystérie vaccinale. Ça parle du garde-asile, et franchement, je vous conseille de le lire. Parce que c'est un livre qui remet beaucoup de choses en question, non seulement sur le garde d'asile, mais sur tout ce qu'on nous raconte. Et donc ce livre repasse un petit peu tout en revue, mais quand vous regardez les tests en fait sur tous les vaccins, le problème est le même. Alors, quel est le problème exactement? Eh bien, le problème, c'est qu'on ne teste jamais un vaccin contre placebo. Donc, en particulier dans le garde d'asile neuf, il y a de l'aluminium. Rassurez-vous pour vos animaux, les vaccins, pour eux, on a retiré l'aluminium, mais pour les humains, on l'a laissé. Mais les vétérinaires étaient très émus parce que ça tuait les animaux, mais pour les enfants, c'est pas grave. Donc, il y a de l'aluminium dans ce vaccin. À quoi sert-il? Il sert à augmenter notre réaction immunitaire. C'est immunogène. Et donc, cet aluminium, ce vaccin, a été testé contre... donc, ils ont fait 2 groupes. Ils ont fait un groupe avec le vaccin complet, et l'autre groupe, ils ont mis tous les excipients, y compris l'aluminium, et ils n'ont juste pas mis l'antigène. Donc, ça veut dire que si la toxicité du garde d'asile est liée à l'aluminium, dans les 2 groupes, il y a autant d'aluminium, dans les 2 groupes, il y a autant de problèmes. Et quels sont les problèmes d'ailleurs? On va y revenir tout de suite. Mais donc, vous allez avoir des publications scientifiques complètement faussées par ce biais qui est majeur, où on va vous dire c'est pas toxique, puisque c'est aussi toxique dans les 2 groupes en fait. Donc tout va bien. Et donc ils nous ont sorti ce garde d'asile neuf, dont la notice en anglais est tout à fait différente de la notice en français, entre parenthèses. C'est intéressant parce que les effets secondaires en anglais sont plus graves en fait. Alors pourtant c'est pas la même population, d'accord, ils ont peut-être plus de petits noirs, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui ne colle pas du tout. C'est simplement un problème de traduction. Donc il faut aussi se pencher sur toutes les notices, il faudrait qu'on les lise dans toutes les langues.
pour voir s'il y a des différences avec d'autres vaccins. Ce serait intéressant aussi. Et donc, quels sont les effets secondaires qu'on a recensés finalement avec le Gardasil 9? Des effets secondaires très graves. Des effets secondaires neurologiques, comme la myélite transverse, des effets secondaires de maladies auto-immunes, pancréatite auto-immune. Ben, le pancréas, on en a besoin, c'est lui qui régule notre sucre. Donc, il y a des diabètes. Il y a des problèmes de fertilité, des ménopauses précoces. Et quand je vous dis précoce, c'est précoce, à 17 ans. Donc, il y a des problèmes majeurs, il y a des décès. Et il y a un État en Inde où il ne faut plus leur parler de ce vaccin, parce qu'ils ont eu trop de morts. Il y a d'autres vaccins qui ont carrément pas pu être commercialisés, comme le vaccin de la dengue, parce que là, il n'a même pas passé les épreuves, alors il teste souvent sur les populations pauvres d'Afrique ou d'Inde. Là, il n'y a pas vraiment moyen de prendre un avocat, il n'y a pas de recensement, on s'en fiche en fait, hein, c'est des gens pauvres, donc un peu plus, un peu moins. Enfin, c'est vraiment une hypocrisie monstrueuse, ces tests sur les vaccins. Et donc ce vaccin Gardasil qui vise un virus qui n'est probablement pas le seul en cause loin de là, dans les cancers, qui vise des cancers rarissimes, qui donne des effets secondaires majeurs et qui coûte un pont à la société, parce que chaque dose c'est 147 € et il en faut 2 entre 12 et 14 ans et 3 entre 14 et 18 ans révolus. Donc vous imaginez le prix que nous payons pour ces produits qui empoisonnent nos enfants. Eh bien, ces vaccins, pour cerise sur le gâteau, ils n'ont jamais été testés avec d'autres vaccins. Donc ça, c'est un problème majeur aussi. Quand les petits reçoivent 6 vaccins dans l'Exion ou l'Imovax, je ne sais plus comment il s'appelle, l'Imovax polio, voilà, à 2 mois, à 3 mois, à 6 mois, eh bien, ce sont des vaccins qui ont été testés séparément. Jamais contre placebo, comme je vous ai expliqué, mais jamais ensemble non plus. Et donc, on les teste tous séparément, on les met dans une seule seringue et on les injecte à des bébés. Et puis on fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis on fait ça à 12 mois, et puis à 15 mois, et puis on répète. On suit le schéma vaccinal qui est édicté par qui? Par les laboratoires pharmaceutiques, qui nous disent ce qu'ils veulent, puisque c'est eux qui font les tests, et il n'y a pas un seul laboratoire indépendant qui fait des contre-tests. Et puis on arrive avec le Gardasil 9 qui n'a pas été spécialement testé sur les enfants qui ont reçu tout un tas d'autres trucs avant. Et on en arrive à une catastrophe comme on a connue à Morlanway. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu 18 hospitalisations, 150 malaises, je pense, au mois de mars-avril de cette année-ci. Et on nous a dit qu'il y avait une enquête, puis que finalement l'enquête avait révélé que c'était l'angoisse. Je pense qu'ils devraient aussi prendre des antidépresseurs, ces enfants. Donc, quand on lit l'histoire un peu autrement, eh bien, on peut se dire que les enfants de cet âge-là ont quand même été soumis à une pression majeure pour recevoir le vaccin du Covid. Ces enfants-là, à qui on a dit qu'ils allaient tuer papy, mamie, leurs parents et tous leurs copains s'ils n'étaient pas vaccinés, que de toute façon ils ne pourraient plus faire de sport, qu'ils ne pourraient plus partir en vacances et qu'ils ne pourraient plus aller voir leurs grands-parents, on ne les aurait pas un peu poussés à être vaccinés? Moi, j'aimerais bien avoir le statut vaccinal Covid des enfants qui ont fait des malaises avec le Gardasil. Parce que Pfizer nous dit dans ses fact sheets de septembre 2023, c'est-à-dire que c'était hier, ils nous disent tout un tas de choses passionnantes. D'abord, qu'ils n'ont pas testé les vaccins Covid pour que ça serve à empêcher d'avoir Covid. Ensuite, ils nous disent qu'ils n'ont pas testé les vaccins pour empêcher de transmettre Covid. Donc vous voyez, l'hypocrisie, évidemment, ça on le savait déjà, mais l'hypocrisie qui a été mise sur les épaules des enfants, c'est majeur. Ensuite, ils nous disent qu'ils n'ont pas testé sur les risques de cancer, sur les risques de génotoxicité, c'est-à-dire d'abîmer le génome humain, convention d'Oviedo, interdiction de modifier le génome humain avec des produits qui pourraient impacter la descendance. C'est interdit. Et là, ils nous disent, ben, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas et on verra. Mais en tout cas, ce n'est pas nous qui payons. Ça, ils l'ont mis aussi. Ils mettent qu'ils n'ont pas testé sur l'impact sur la fertilité masculine. Et ils nous disent, toute dernière chose,
qu'ils n'ont pas vérifié qu'il y avait ou non des interactions avec d'autres vaccins. C'est très important. Qu'est-ce qu'on vient de lancer comme campagne de vaccination, outre la campagne de vaccination garde d'asile sur les enfants? On vient de relancer la campagne de vaccination des petits vieux pour grippe Covid. Donc on est en train, et en autorisant les pharmaciens à vacciner. Donc on est en train de faire n'importe quoi avec des produits qui n'ont pas été testés ensemble, et ça sur un système immunitaire, qui est le système le plus complexe qui existe dans le corps humain. C'est comme si les médecins, je pense, et surtout les hauts placés là, qui nous sortent des publications, ils se comportent comme des savants fous. Nous sommes face à des savants fous. Ils sont en train, sous prétexte qu'ils ont étudié le moteur de l'avion à l'arrêt, ils sont en train de le modifier en plein vol, alors que l'avion passe dans des trous d'air, qu'il a un gros vent latéral, qu'il y a des oiseaux qui volent, qui croisent d'autres avions, que dans la cabine, il y a des passagers qui sont malades, les toilettes sont bouchées, il y en a un qui fait une crise d'angoisse, etc. Tout ça, ça modifie le système. Le moteur, il doit réagir à tout ça, l'avion doit réagir à tout ça, et pendant que les choses s'équilibrent, il y a un fou qui change les réglages en même temps. Et en se disant que ça va marcher, l'avion va arriver à destination. C'est d'une complexité, le système immunitaire, on n'imagine pas. C'est pas parce que nous croyons le comprendre que nous le maîtrisons et que nous pouvons le modifier à volonté. C'est de la folie. Et c'est péché d'orgueil. C'est lubris en latin, c'est vraiment péché d'orgueil. Les médecins qui jouent avec le système, notre système immunitaire, sont des gens qui se croient plus puissants et plus intelligents que la nature qui travaille à notre immunité depuis 150 millions d'années. Et ils vont très loin, puisque maintenant, ils disent que sur les femmes enceintes, il faut injecter grippe, Covid, coqueluche, bronchiolite. 4 vaccins. 4 vaccins pendant une grossesse. Une grossesse, c'est un moment particulier où le système immunitaire doit accepter de tolérer un ADN inconnu. Parce que le bébé, la moitié de son patrimoine génétique est d'origine paternelle. Donc le corps de la maman fait une exception là. Normalement, le petit bout devrait être éliminé comme étant un intrus, mais là, il y a une tolérance immunitaire. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce système immunitaire qui est abaissé pour tolérer bout de chou? On le surstimule avec tout un tas de trucs, dont un produit qui contient du matériel génétique lui-même, puisque le vaccin Covid, c'est de l'ARN messager, et des produits toxiques comme l'aluminium, plus du polyéthylène glycol dans le vaccin Covid. Donc les nanoparticules qui véhiculent l'ARN messager et qui passent toutes les barrières de toutes nos sécurités. Parce que les particules lipidiques fusionnent avec les membranes de protection du cerveau, par exemple. Ça passe dans le placenta, ça va au bébé. Qu'est-ce que ça va donner? Le Distilben est un produit qu'on a donné dans les années 60 pour éviter les fausses couches. 2 générations plus tard, il y a encore des malformations. Donc les petits-enfants des femmes qui ont pris ce traitement ont des problèmes graves, des problèmes de fertilité, de malformations génitales et de cancer. Ici, on injecte des produits, donc bronchiolite, ça vient de sortir. Ça n'a pas non plus été testé avec le reste. Hein. On est toujours dans la même logique de folie. Et on fait ça sur des femmes enceintes et on connaîtra les conséquences dans minimum 30 ans. Quand les enfants de ces gens, de ces dames, voudront eux-mêmes faire des enfants. Alors on saura si c'est transmissible à la descendance, s'il y a des problèmes, s'ils vont déjà, est-ce qu'ils vont être pas stérilisés, puisque on va aussi, quand ils auront 13-14 ans, leur injecter du garde d'asile à ces pauvres gamins. Enfin, on est en roue libre, les médecins sont devenus dangereux pour les gens, et il est urgent qu'ils se ressaisissent, parce que
avec la dérive complète de la société vers l'ultra-contrôle dont nous sommes tous conscients, je pense, ici, et vers on joue avec la nature. Donc c'est vraiment, on quitte la biologie, on quitte la réalité de la biologie pour prétendre qu'on peut faire ce qu'on veut et que ce sera toujours mieux que la nature. Et on en arrive à Evras. On en arrive à Evras parce qu'Evras, c'est quoi ? Evras, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle qui rentre en force dans les écoles, mais pour lesquelles on nous a rassurés un petit peu en disant mais c'est juste 2 heures d'animation et c'est juste à des étapes charnières. Il n'y a pas de hasard qu'ils aient choisi de faire des animations chez les enfants juste avant la puberté et chez les enfants juste avant la majorité sexuelle. Pardon, pas de la maturité, mais la majorité sexuelle. Il n'y a pas de hasard, c'est pour endormir les parents. L'idée est c'est toujours bien emballé, comme les vaccins Covid, tous vaccinés, tous protégés. Fantasme de l'immunité pour l'autre, ça ne marche pas d'ailleurs, entre parenthèses. Vous pouvez toujours vous vacciner, vous, ça ne va pas protéger votre voisin qui fume 3 paquets par jour, ça ne va pas l'empêcher d'avoir la grippe. Hein. Et s'il y a quelqu'un qui éternue dans cette salle, il ne va pas tuer les autres. Hein. Donc ça va aller, hein, voilà. Donc c'est un gros mensonge. Et l'emballage est toujours joli, et donc on nous vend l'Evras comme étant un socle de travail à la tolérance, au respect de l'intime et à l'ouverture au monde. Et c'est juste l'inverse qui va se passer, puisque on va proposer aux enfants de travailler avec leur corps de façon à être à l'aise avec le leur, avec celui des autres, et de pouvoir se toucher, se masturber à partir de 0 ans, en compagnie de partenaires adultes. On va nous vendre que l'enfant a une sexualité, que l'enfant est capable de consentement, et que l'enfant peut même décider de son corps. Et là, on part dans la folie, on dirait qu'on est devenu en plasticine et qu'on peut faire de nous ce qu'on veut. Donc on va dire aux enfants que le bonheur, c'est de changer de genre, apparence, hein, on ne change pas de genre, puisque nos chromosomes sont ce qu'ils sont et qu'on ne peut pas les modifier. Même avec des ARN messagers, on ne peut pas encore changer de sexe dans toutes nos cellules, donc c'est juste un leurre, c'est un mensonge, mais on raconte aux enfants qu'ils vont être très heureux s'ils changent de genre, s'ils prennent des bloqueurs de puberté et s'ils prennent des hormones et qu'ils sont opérés. Et on voit vraiment cette dérive qui est encouragée par les médecins, parce que c'est qui donne ce qu'ils appellent les bloqueurs de puberté. On pourrait peut-être dire que je ne suis pas légitime d'en parler, mais figurez-vous que ce sont des traitements que j'utilise dans l'endométriose. Ça ne s'appelle pas des bloqueurs de puberté, ce sont des analogues LHRH. Et il nous est précisé durant toutes nos études de gynécologie que c'est très dangereux d'aller prolonger plus de 6 mois sur toute une vie, parce que ça donne des modifications irréversibles du squelette et de la stature, et de la répartition masse graisseuse, masse musculaire, et que ça va altérer profondément certaines zones du cerveau notamment. Et là, on nous dit qu'on va donner ça pendant 2-3 ans à des enfants de 10-11 ans pour leur permettre de réfléchir à leur genre, de se poser, d'être au calme. Mais les effets secondaires sont majeurs. Et sur ce, on va leur proposer aussi d'utiliser des hormones qu'on appelle croisées, c'est-à-dire de donner de la testostérone aux filles et des œstrogènes aux garçons, pour avoir un aspect qui va coller à ce qu'on leur a fourré dans le crâne, parce que c'est littéralement ça. Si vous commencez à 5-6 ans à marteler aux enfants que peut-être ils ne sont pas dans le bon genre et que s'ils sont malheureux dans un monde qui les a martyrisés, masqués, terrorisés, c'est simplement parce qu'ils doivent juste changer de genre et ça va aller. Si vous leur racontez ça à partir de 5-6 ans, c'est clair que vous avez une bonne chance d'arriver à en faire basculer quelques-uns dans cette folie. Et si vous prétendez derrière qu'ils ont le consentement, d'abord, vous pourrez peut-être leur donner le droit de vote aux enfants de 5-6 ans, et les clés de la bagnole aussi. Mais vous prétendez qu'ils ont la capacité de décider de leur corps, de leur genre, mais ils ne savent même pas ce que c'est que la sexualité. C'est pas vrai que les enfants ont une sexualité. Les enfants n'ont
donc une sensorialité. Ils ressentent des choses. Et c'est vrai que ça leur est agréable, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une intention adulte de se reproduire, parce que c'est ça la sexualité au départ. Elle commence normalement au moment de la puberté, quand on commence à avoir des pulsions pour aller s'intéresser aux petites copines ou aux petits copains. Et là, c'est ok à partir de là. Mais si vous cassez tous leurs points de repère, s'ils ne savent plus ce que c'est que d'être une fille ou un garçon, mais comment ils vont faire pour choisir? Et la biologie ne nous permet pas de choisir. La biologie est une réalité, c'est pas quelque chose de subjectif dont on peut se départir comme on veut. Mais vous avez des médecins qui sont capables de venir vous raconter que tout ça, c'est pas grave, c'est réversible, c'est super, et que finalement la chirurgie a fait de tels progrès que ça va être formidable et que les hommes aussi pourront être enceints. Et vous avez le planning familial qui fait la promotion de la grossesse chez l'homme. Alors que ce que vous voyez, c'est une femme qui a une apparence d'homme, qui a dû prendre un tas de testostérone. À mon avis, ça ne doit pas être super bon pour ce pauvre bébé. Et que cette femme qui se prend pour un homme a un bébé dans le ventre, va accoucher. Et qu'est-ce qu'on va raconter au bébé? Que sa mère, il faut dire papa, mais que néanmoins, elle donne le sein. Enfin, c'est vraiment, on voit bien que toute la société délire et on est complètement déconnecté de notre réalité biologique. Et ça, c'est encouragé par le monde médical. Il y a des médecins qui se sont bien amusés. Si je peux juste me permettre, moi je suis institutrice maternelle à la ville de Bruxelles. Attendez 2 secondes. Je suis institutrice maternelle à la ville de Bruxelles, donc les enfants, tout ça, c'est vraiment les vaccins et tout. J'envoie mes infirmières tout ce qu'on peut trouver. Et ça va jusqu'au spectacle qu'on propose aux enfants. Donc on a la Montagne Magique qui propose des spectacles aux enfants. Et il y a un spectacle où le comédien s'endort et il part dans ses rêves amoureux. Il se réveille, il est enceint. Je dis, mais arrêtez vos conneries. Enfin, moi, je suis désolée, je ne sais pas me taire, donc ça part dans ce sens-là. Mais ça va jusqu'au spectacle qu'on propose aux enfants. Il y a des enfants à Namur qui ont été à un spectacle, un festival de films, où ils se sont vus programmer un film porno. Non, attention à vos sources. Attention à vos sources. C'est des enseignants. Moi, je suis dans des trucs on a vu ces films et ça a été fortement monté en épingle. Faites attention parce que ça pourrait nous discréditer. Oui, mais c'est des perceptions. Quand des enfants sortent en pleurant et choqués d'un film, quelles que soient les sources et quelle que soit la chose, des enfants sortent choqués. Et ça, il faut en tenir compte. Je ne dis pas le contraire, néanmoins. Quand je suis allée à l'école normale, on nous a dit question sexualité des enfants, on répond à un enfant à sa question. Et les autres ne sont pas forcément prêts à entendre. Non, je suis tout à fait d'accord. Et si on parle d'adolescents, ils savent bien qu'il y a des problèmes sur les brasses. Donc voilà. Mais je suis tout à fait d'accord. Il y a d'ailleurs des spectacles d'éco-sexualité qui sont proposés en France avec des gens nus qui se masturbent sur des feuilles d'arbres et sur des fougères et qui jouent avec des godemichets. Et ces spectacles sont proposés aux enfants. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut faire attention à toujours vérifier, et en particulier ce festival FIF. Oui, je sais, je suis bien au courant. On a récupéré les films. Et ça a été monté en épingle par des petits... des gens qui ont voulu récupérer le problème. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui ont intérêt à nous discréditer aussi. Et qui paraissent tous bien intentionnés et bien sincères, mais qui ne sont pas du bon côté. Il y a de l'argent de l'autre côté. Hein. Il y a de l'argent, beaucoup d'argent. Ils ont tout intérêt à ce qu'on soit avec beaucoup d'étiquettes et que plus personne ne nous écoute. Donc, mais je suis d'accord. Et de toute façon, si ces films-là n'étaient peut-être pas aussi graves que ce qu'on en a dit, ça viendra. C'est sûr, parce que c'est prévu. Ce qui est important, c'est pas la gravité du film, c'est la réaction des enfants. Oui, mais encore une fois, la réaction des enfants, j'ai parlé au docteur Goareger, qui est pédopsychiatre, qui lui a personnellement vu les enfants.
Donc il y a eu de la manipulation. Il faut se méfier. Mais encore une fois, je suis tout à fait d'accord. Et on sait que ça va arriver et que ça ne sera pas seulement 2 heures d'animation dans les écoles, que ce sera dans tous les programmes scolaires. Il y a des témoignages déjà qui arrivent. Par exemple, un professeur de religion qui a dit à une petite jeune fille de 13 ans dis-moi ce qui se passe dans le slip d'un garçon quand il est excité. La gamine lui répond ça m'intéresse pas, je veux pas le savoir. Et le prof de religion se permet de lui dire si ça ne t'intéresse pas le slip des garçons, c'est que t'es pour les filles. Donc d'où ça sort, c'est complètement ahurissant. Un autre cas, une institutrice demande à un garçon de 8 ans dans sa classe s'il a déjà embrassé un autre, s'il a déjà eu un petit copain, s'il a déjà embrassé un autre garçon sur la bouche, à 8 ans. Elle part du principe que forcément, le gamin, il a une sexualité et qu'il est homosexuel. Il y a des enseignants qui sont partis en roue libre, il y a des animations qui se passent super bien, pour le moment. On sait que la volonté derrière, elle est extrêmement perverse, mais il y a des gens dans ce système-là qui y croient vraiment, qui pensent vraiment que c'est bien pour les enfants et qui sont malheureusement complètement instrumentalisés et qui vont un jour se réveiller complètement groggy. Et ça, c'est vrai dans les enseignants, c'est vrai dans les médecins. Il y a des médecins qui pensent sincèrement faire du bien en castrant les enfants, enfin des ados de 15-16 ans, en enlevant les seins, en reconstruisant des pénis. Ils pensent que c'est bien. Mais ils ont tout faux. C'est pas comme ça qu'on rend les gens heureux. C'est pas à coup de médicaments et de chirurgie. Mais on met le doute dans la tête des enfants. Et dans la tête de tout le monde, on met le doute. Mais les enfants ont droit à une innocence. Mais non, un adulte, pour moi, peut se renseigner et peut encore se défendre. Un enfant, pas. Mais oui, je suis d'accord, madame. Les enfants sont à l'état brut et on est là. Mais tu joues plus avec les voitures. Est-ce que tu ne seras pas plus pour les garçons? Moi, j'ai eu un élève et j'ai eu des problèmes avec les parents parce que le papa travaillait à la commission, machin bazar. Le gosse arrive avec une barrette comme ça dans les cheveux. Bien, moi, s'il veut venir avec sa barrette, c'est pas un problème. Mais au moment où on a une activité et on est dans un milieu défavorisé, où les enfants ont besoin de concentration, certains plus que d'autres, il commence avec sa barrette sur les cheveux de un, sur les cheveux de l'autre, et il commence à déranger. Une fois, 2 fois, 3 fois, demain ta barrette elle reste à la maison, tu la ramènes pas. Drame avec les parents qui se veulent pour que la sexualité, si les filles ont le droit... C'est ce que je vous dis, les adultes sont instrumentalisés. Ce sont les adultes qui sont instrumentalisés, pas les enfants. Les enfants, ils sont clairvoyants. Et eux, ils ont droit à leur innocence, mais ils sont plus malins que nous. Le problème, c'est qu'ils sont enfants et donc ils sont soumis à nos facéties, à la facétie de nos ministres et pseudo-scientifiques. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que les parents, et les enseignants d'ailleurs aussi, se rendent compte du problème. Mais vous avez un vrai lavage de cerveau, c'est le wokisme, c'est la cancel culture, c'est tout ça. Sous prétexte d'intégration et de tolérance, on en arrive à des extrêmes qui sont juste exactement l'inverse de ce que disent les mots. Et l'école, ayant rendu les enfants d'hier complètement stupides, c'est les adultes d'aujourd'hui, ils sont malléables. On a retiré le vocabulaire, la culture générale, l'apprentissage de l'histoire, des mathématiques à l'ancienne. On apprend la méthode globale et maintenant on va devoir faire l'écriture inclusive avec des points, des S, des tout. On nous invente des nouveaux mots, mais on supprime la saveur et la signification du langage. Vous allez avoir des gens... Excusez-moi, je vais essayer de terminer la conférence après, si vous voulez, on en discute. Mais on va avoir des enfants, donc des adultes de demain qui auront un langage extrêmement appauvri, qui seront éduqués au plaisir facile, puisque la sexualité va leur être proposée comme étant libertaire et c'est open bar, donc ils vont être accros à tous les plaisirs faciles. C'est quoi? C'est la masturbation qui est une façon aussi de stériliser la population, hein, parce que si vous êtes accro à la masturbation, vous n'allez plus chercher de partenaire. Vous allez avoir des addictions aux drogues, à l'alcool, aux jeux vidéo, aux achats compulsifs, aux médicaments.
qui seront prescrits par les médecins qui suivront bien leur protocole, comme des bons petits, des petits soldats, et ces enfants seront très facilement orientables, utilisables, comme vraiment des outils, des esclaves, et ils seront manipulés, oui, ils seront manipulables, mais ils seront aussi violents, parce que quand vous n'avez plus le langage pour exprimer ce que vous ressentez, vous passez tout de suite à l'acte. Et donc, c'est ça qu'on va avoir à affronter dans le monde de demain. Et en plus, on leur a appris qu'il y a une espèce de hit parade. Vous êtes les pires, hein, les hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels, c'est vraiment les pires. Et derrière, il y a des lois qui apparaissent. Il faut faire très attention, parce que sous couvert de protection de la femme, et Dieu sait que je suis d'accord de protéger les femmes, bien entendu, mais il y a des dérives qui s'installent. On est passé d'un extrême où il faut, lors d'un viol, prouver que la femme s'est défendue avec les griffes, les dents, qu'elle a hurlé, qu'elle a utilisé toutes ses forces. On est passé à l'inverse. Il suffit qu'elle dise que finalement elle n'était peut-être pas tout à fait dans le rapport pour que l'homme soit soupçonné d'être coupable d'agression sexuelle. Et c'est une loi qui vient d'être votée en Suisse. Donc les jeunes gens, nos gamins, ils n'oseront plus draguer, ils n'oseront plus rien faire parce qu'ils auront peur d'être accusés d'être des pervers sexuels. Donc ça, plus la masturbation, plus la stérilisation par le garde d'asile ou les vaccins Covid, parce que je pense qu'il y a une volonté derrière aussi, parce que j'en ai pas encore parlé, et puis après je vais terminer, parce que sinon... on peut revenir bien sûr au vaccin Covid, mais il y a aussi, je pense, une volonté d'atteindre à la fertilité de tous, mais ce qui se voit le plus, c'est la femme, et la stérilisation aussi par toutes ces techniques chirurgicales qui vont découler du transgenrisme. Et donc, on va avoir une société à la Aldous Huxley, et certains le savent déjà, et ils ont déjà prévu de pouvoir nous préparer des bébés en boîte, hein, puisqu'on a des fous qui travaillent à des bébés en batterie, hein, dans des espèces d'utérus en plastique. La matrice, oui. Et bien sûr surveillés par des robots. Hein, dedans, on va retourner le bébé sur le feu, je ne sais pas. Mais c'est lié complètement, encore une fois, à la biologie, parce que nous avons une vie intra-utérine. Il se passe des choses entre la maman et le bébé pendant la vie intra-utérine. Il se passe des choses même avec l'extérieur. On sait bien que le bébé entend la voix de son papa, de ses frères et sœurs. Enfin, il se passe énormément de choses. Et donc là, on est en train de nouveau de se croire plus malin que la nature. Et de finalement nous proposer un monde totalement désincarné, déshumanisé. Et quand on aura bien convaincu les gamins qu'il suffit de prendre des médicaments et de se faire opérer pour s'améliorer, il suffira aussi de leur dire « mets une puce ». Ce sera tellement facile. Tu mets une puce et tu vas voir, tu vas être plus intelligent que tout le monde. Et puis tu auras plus facile parce que tu pourras prendre le métro sans devoir t'arrêter au guichet, tu pourras aller au magasin et faire tes courses comme ça, tu pourras réserver tes vacances rien qu'en parlant. C'est un monde d'hypertechnologie, c'est vraiment un cauchemar technologique qu'on nous promet. Et le vaccin Covid a servi de déclencheur à une accélération folle. Mais dans tout ça, il y a des gens qui souffrent et qui se voient complètement rejetés par les médecins. Un médecin doit prendre en charge les gens qui ne vont pas bien, peu importe que ce soit lié à une infection, un accident ou à un médicament, il faut pouvoir les soigner. Depuis quand est-ce qu'on nie une partie de la population sous prétexte qu'elle ose dire que peut-être un vaccin expérimental l'a rendu malade ? Mais c'est invraisemblable. Et donc, vous avez maintenant des gens qui ont des choses extrêmement graves suite à ces vaccins Covid. Moi, je ne peux pas dire que je vais faire des statistiques sur ma patientèle parce que, évidemment, le fait déjà d'être à l'écoute,
d'accepter qu'il y ait des problèmes et puis d'en avoir parlé, ça a drainé plus de gens chez moi. Hein. Je ne dis pas que mes collègues en voient autant. Ok, d'accord. Néanmoins, il y a des collectifs qui se sont créés. Il y a du vaccin aux acouphènes, il y a React 19, il y a Collectif 200 Belgique, il y a Où est mon cycle. Et ces gens-là, ce sont des gens actifs qui avaient autre chose à foutre de faire des collectifs. S'ils n'avaient pas eu de problème, ils ne se seraient pas amusés à faire ça. Ils sont maintenant médiatisés avec des étiquettes qui sont d'une violence phénoménale. Ils sont maltraités et traînés dans la boue par les journaux mainstream, là. Et donc, ça accentue le problème, puisque les médecins qui commencent à ouvrir un tout petit peu un œil ont peur d'être assimilés à l'extrême droite ou au complotisme ou Dieu sait ce qu'on nous a mis comme étiquette complètement débile, qui ne veulent plus rien dire puisque les mots sont détournés de leur sens. Et donc vous avez des gens qui sont obligés de chercher par eux-mêmes comment se soigner et comment être entendus. Et ça, je vais quand même être positive, ça marche. Ça marche parce que le collectif Où est mon cycle, avec lequel je travaille très régulièrement, et qui regroupe maintenant à peu près 20 000 adhérentes et plus de 2000 témoignages, dont des témoignages signés, ce qu'on appelle CERFA, c'est-à-dire sur l'honneur avec carte d'identité, etc. Donc vraiment des gens qui ont attesté et qui veulent aller jusqu'au bout. Et bien ce collectif a pu être reçu par le Sénat français. Et c'est grâce à ça que les règles hémorragiques sont maintenant dans les notices de Pfizer et de Moderna. Alors, ça peut paraître un peu con, les règles hémorragiques, mais quand je vous dis hémorragique, c'est hémorragique. C'est-à-dire quand on ouvre le robinet, on ne sait pas quand ça s'arrête. Hein. Donc, il y a des femmes qui ont perdu leur utérus à cause de ça, parce que c'était la seule solution qu'on a trouvée pour les sauver, pour qu'elles ne se vident pas de leur sang. Donc, ça a une conséquence. Et puis, quand vous saignez comme un cochon à chaque mois, ben, vous ne faites pas de bébé, parce que vous avez un gros problème. Et donc ça a quand même eu un impact, et je pense que c'est par là qu'il faudra que les choses bougeront. Et cet impact a quand même, c'est assez comique parce que a quand même bien circulé dans nos réseaux, mais par contre chez les médecins rien, ce qui fait que il y a des gens qui vont encore dans les hôpitaux qui sont universitaires, donc sont censés représenter ce qu'il y a de mieux au niveau de la science. Eh bien, des femmes qui arrivent là avec des hémorragies, on leur dit non, ça n'a rien à voir avec le vaccin. Alors que c'est dans les notices, quoi. Donc, vous avez vraiment un monde de différence et un déni monstrueux de la part du corps scientifique, du corps médical classique, on va dire, et puis de plus en plus quand même de généralistes qui se posent des questions. Hein. Ils voient bien qu'il y a plus de maladies auto-immunes, qu'il y a plus de déficit immunitaire. Quand vous avez un déficit immunitaire après n'importe quel médicament, vous chopez tout ce qui passe. C'est pas compliqué. Donc vous voyez bien qu'il y a des gens qui n'arrivent pas, même des jeunes, qui n'arrivent pas à se remettre d'une pharyngite, d'un rhume ou d'une bronchite. Ça dure, ça n'en finit plus. Ils vont chez qui? Ils vont chez leur généraliste. Il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques, qui font des thromboses, qui ont des problèmes neurologiques et qui sont suffisamment graves pour que finalement on ait du mal à les mettre sous le tapis, quoi. Et donc je suis persuadée que la phase que nous traversons aujourd'hui, qui est très difficile et qui va probablement encore s'aggraver, elle est nécessaire pour que plus de gens s'éveillent et trouvent le courage de parler aussi. Parce que c'est vraiment ça, c'est pas spécialement agréable de se faire traiter de tous les noms, effectivement, et d'être à l'affiche dans les journaux mainstream avec des termes anti-vax nous sommes traités de fous et d'apprentis sorciers, mais la vérité, elle viendra de la rue, pour moi, et probablement aussi de ce qui se passe en outre-Atlantique, mais là aussi, porté par les citoyens. Il y a des sénateurs comme Ron DeSantis ou
Ron Johnson, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, Kennedy également, qui commence à mener des actions juridiques. Je peux vous dire que je travaille aujourd'hui avec une juriste française. Bien sûr, il y a Maître Prota qui m'a défendu et qui travaille avec le collectif Où est mon cycle, mais je travaille aussi avec d'autres juristes. Nous avons créé une fondation avec Ariane Biran, qui est la grande spécialiste de la psychopathologie du totalitarisme, de la psychopathologie du pouvoir et des abus sur enfants, qui connaît parfaitement le sujet de l'Evras, qui alerte depuis 2017 et qui a écrit L'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme, donc un livre assez ardu mais qui était très visionnaire, et je travaille avec ces gens-là, mais évidemment ça va être une lame de fond, hein. Ça va être vraiment de la rue que viendront les contestations, et ça, je pense que ça nécessite encore un petit peu de temps et qu'on ait un petit peu plus d'ennui pour que les gens retrouvent le courage. Je pense qu'il y a plus à perdre en ne parlant pas qu'en parlant. Il faut vraiment que les gens se rendent compte qu'ils vont se faire broyer par ce système s'ils ne bougent pas de là où ils sont. Ils vont perdre tout ce qu'ils ont. On perdra bien sûr notre argent liquide, mais on risque aussi de perdre notre mobilité, le toit qu'on a au-dessus de la tête, puisqu'ils veulent qu'on isole, les super isole, etc. On sait vers quoi ça va. Mais il y en a qui n'ont pas encore compris qu'ils allaient perdre leur boulot et toute leur autonomie. Donc, espérons qu'ils se réveillent un peu avant ça, hein, parce que sinon ça va être plus compliqué. Mais la première chose à faire, c'est d'oser parler, c'est de réveiller son médecin. Je pense que les généralistes sont prêts. Ils sont prêts. Les médecins spécialistes, ça commence. Il y a des services d'oncologie qui commencent à se dire qu'il y a quand même beaucoup de cancers, que ça ne va pas, et qu'ils n'arrivent plus à suivre. Et donc, il ne faut pas du tout se décourager, mais il faut absolument, absolument que nous soyons tous conscients, chacun individuellement, de nos besoins, des valeurs qu'on veut défendre, de nos limites, et de pouvoir les tenir. Il faut tenir ces limites, parce que c'est comme ça qu'on défendra le mieux nos gosses. Vraiment, c'est indispensable. Je vous remercie.